هذا العدد برعاية لابوغاتوار أبفي. Salam, continuons avec les rhumatismes inflammatoires chroniques. Et gros plan aujourd'hui sur le rhumatisme psoriasique et cette question, comment le reconnaître en pratique quotidienne. Considérée comme une maladie auto-immune appartenant au groupe des spondylarthropathies, elle est articulaire, inflammatoire, chronique et associée à un psoriasis. Vous imaginez alors l'impact profond sur la qualité de vie du patient. نواصل اليوم مع الروماتيزم الالتهابي المزمن نظرة مقربة إلى الالتهاب المفاصل الصدفي، والسؤال كيف نتعرف عليه في الممارسة اليومية. يعتبر من أمراض المناعة الذاتية التي تنتمي إلى مجموعة أمراض المفاصل الفقارية، كما قلنا مفصلي التهابي مزمن ومرتبط بالصدفية. في هناك تأثير كبير وعميق على جودة حياة المريض. نركز اليوم على هذه الحالة الطبية مع ضيفنا. مرحبا. Et nous recevons aujourd'hui le professeur Salima Lefkir. Bonjour professeur. Bonjour. Vous êtes chef de service rhumatologie au CHU Ibn Messous, Alger. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, dans un premier temps, comment peut-on expliquer cette maladie ? On a l'impression que finalement c'est deux maladies en une seule. يعني مرضين في مرض واحد. واش تقدري تقولي لنا عليه؟ C'est ça, merci encore pour l'invitation. Effectivement, donc le rhumatisme psoriasique, en arabe on parle de marad sadafiya, c'est ça, le psoriasis, et il y a un rhumatisme, c'est-à-dire il y a une dermatose, c'est une dermatose qui est particulière, elle est érythématose squameuse, qui est très bien connue. Les patients savent, ça, en général quand on les questionne, est-ce que vous avez un psoriasis, souvent ils le disent, ils le connaissent. Donc, et sur ce psoriasis va se greffer un rhumatisme. Et on parle de rhumatisme psoriasique. D'ailleurs, les dermatos parlent plutôt de psoriasis arthropathique. Parce qu'il y a un pso, ensuite il y a des manifestations articulaires. Donc, c'est plus juste en fait. Je vais vous dire pourquoi après. Donc, c'est un rhumatisme inflammatoire chronique, vous l'avez dit. Donc, maladie muzmin. Marad muzmin, c'est-à-dire il va s'étaler dans le temps. Dans le temps. Donc, chronique, ça veut dire que ça va dépasser un certain temps. Plus de 3 mois d'évolution, on parle de chronicité. D'accord ? Il est inflammatoire, donc il y a de l'inflammation qui est التهاب في المفاصل التهاب في العمود الفقري dans la colonne vertébrale. Spondylarthrite, ça veut dire c'est une atteinte du rachis, de toute la colonne vertébrale. Donc vous avez le rachis cervical, dorsal et lombaire. Donc c'est ça l'inflammation, l'iltihab. L'iltihab, c'est quoi ? C'est l'inflammation. Et l'inflammation, elle a une signification. C'est-à-dire que le malade va souffrir la nuit. Il va être réveillé la nuit. Iltihab. Voilà, c'est l'iltihab. Le contraire de l'inflammatoire, c'est le mécanique. C'est-à-dire le mécanique, il ne souffre pas la nuit. La douleur disparaît quand le malade s'assied. Alors que l'inflammatoire, au contraire, quand il est couché dans son lit, la douleur le réveille. Donc c'est une douleur inflammatoire parce qu'il y a de l'inflammation. Si c'est dans les articulations, on va le voir. Il va y avoir des synovites, il va y avoir une inflammation, des douleurs, une rougeur, un gonflement. Il va vous dire tout ça le malade, il va vous le rapporter parce que c'est important pour le mettre dans le rhumatisme inflammatoire. D'accord. Donc articulaire et atteinte du rachis, spondyloarthrite. Vous avez compris, spondylo. Je parle aux malades aussi. Spondylo, c'est-à-dire une atteinte de la colonne vertébrale et arthrite, des arthrites périphériques. Ça peut être les articulations, ça peut être les articulations des membres inférieurs, d'accord. Donc, chronicité, inflammation, il y a le pso, il y a le rhumatisme. C'est un peu tout ça. Voilà, tout ça. Ensuite, il faut rentrer dans les détails. Alors, on va essayer maintenant de comprendre mieux. D'abord, sur le plan épidémiologique, puis le clinique. Est-ce que vous avez des chiffres à annoncer يعني oui. المستوى الوبائي الأرقام اللي نقدروا نقدموها وخاصة على مستوى العلامات الطبية. C'est ça. Donc il faut savoir que le psoriasis est plus ou moins fréquent. En général, une prévalence de 2 à 3% de la population générale.
Donc le psoriasis, il va être diagnostiqué par le dermato. D'accord? Je vous ai dit en général, dans plus de 80% des cas, c'est le psoriasis qui commence. Parce que vous avez dit, il y a à peu près 2 maladies, mais qui évoluent un peu ensemble, mais pas ensemble. C'est-à-dire chacune évolue toute seule. Mais ils ont certaines particularités communes. Je vais vous le dire après, dans la physiopathe et tout. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, il y a le psoriasis qui est dans 2 à 3%. Mais par contre, le rhumatisme psoriasique est beaucoup moins fréquent. Sa prévalence est à peu près de 0,01 à vraiment 0,225% de la population générale. Donc, il est beaucoup moins fréquent. C'est pour cela qu'il faut le diagnostiquer. Souvent, le diagnostic peut être méconnu par les médecins parce que c'est une forme particulière. C'est un rhumatisme qui est difficile à diagnostiquer. Donc, l'intérêt qu'il fait, il faut qu'il y ait donc un apport de l'avis du rhumato. Le dermato doit travailler avec le rhumato et le rhumato doit travailler avec le dermato. Il faut qu'il y ait une synchronisation entre les deux spécialités. C'est très important. C'est pas difficile quand c'est des formes typiques, faciles à diagnostiquer, mais il y a des formes atypiques. Et justement, le rhumatisme psoriasique, il n'est pas facile parce qu'il y a plusieurs formes cliniques. Il y a plusieurs tableaux cliniques. Comment il va se manifester ce rhumatisme? Alors justement, voilà. Comment ça je se continue manifeste? d'abord dans l'épidémio, c'est-à-dire il touche la femme et l'homme de façon un peu égale. Il y a un sexe ratio de 1 pratiquement. Mais après, quand on va dans les détails, par exemple, l'atteinte axiale, elle sera un peu plus fréquente chez l'homme, la spondylarthrite. Vous avez fait une topo sur la spondylarthrite ankylosante. C'est surtout l'homme jeune. Donc, dans le rhumatisme psoriasique, c'est surtout la femme. Par contre, quand c'est une atteinte des articulations périphériques, elle est plutôt prédominance féminine, à prédominance féminine. D'accord? Très bien. Voilà. Maintenant, l'A'rad, comment il va se manifester ce rhumatisme psoriasique? Il y a plusieurs formes cliniques. Il est très polymorphe, il est hétérogène. Chaque forme clinique est particulière, qu'il faut connaître. D'ailleurs, qu'on enseigne en rhumatologie, aux étudiants, aux résidents, aux spécialistes, justement pour poser le diagnostic à temps, poser le diagnostic précocement. Il ne faut pas attendre des années, parce qu'une fois que la maladie a évolué, il va se détruire, il va détruire les articulations, il est érosif, il va déformer, il va donc altérer la qualité de vie. Vous avez parlé de la qualité de vie. Donc, d'où un diagnostic précoce, c'est très, très important. Voilà. Donc, comment il va se manifester? Je vous ai dit une atteinte axiale. Donc, ça peut être le tableau d'une spondylarthrite, c'est-à-dire des rachalgies, il va souffrir la nuit, il va être réveillé le matin, il va avoir une raideur le matin matinale qui sera importante, supérieure à 30 minutes. Et ce qu'il a comme particularité, c'est qu'il touche le rachis cervico-dorsal, le rhumatisme psoriasique. Par rapport à la spondylarthrite ankylosante, en général, ça commence par le rachis lombaire. D'accord? Donc ça, c'est une particularité. Donc dans 40% des cas, parfois plus de 50%, on peut avoir une atteinte cervico-dorsale. Donc il faut faire attention. Quelqu'un qui a un pso, qui commence à souffrir de son rachis cervical, est-ce qu'il n'est pas en train de faire une localisation articulaire? Alors justement, vous me tendez la perche pour vous poser la question, comment évolue cette maladie? Yani كيفاش تتواصل بعد في الوقت؟ D'accord. Avant de détailler l'évolution, je vais continuer la symptomatologie clinique. Il n'y a pas uniquement l'atteinte rachidienne. Donc il y a d'autres formes cliniques et d'autres symptômes cliniques qu'il faut connaître. Il y a aussi l'atteinte périphérique, je vous ai dit. Soit c'est une atteinte axiale isolée, ça peut. Soit il y a une atteinte périphérique isolée aussi, ça peut commencer juste par une polyarthrite. Ce n'est pas toujours la polyarthrite rhumatoïde, c'est vrai, c'est le rhumatisme le plus fréquent. Mais il faut savoir que le rhumatisme psoriasique peut aussi. Mais en général, c'est au cours de l'évolution qu'on a l'atteinte polyarticulaire, c'est-à-dire plus de 4 articulations. Il faut savoir que dans le rhumatisme psoriasique, l'atteinte articulaire, ça peut toucher les articulations des membres inférieurs, comme la spondylite. Mais la particularité, je vous donne la particularité justement pour que les malades sachent, c'est en général une atteinte des petites articulations des doigts, notamment les interphalangiennes distales, alors que les articulations interphalangiennes distales ne sont pas atteintes dans la polyarthrite rhumatoïde. Ça, c'est très important. Si un malade vous dit « j'ai un gonflement, j'ai une douleur au niveau de l'interphalange », il faut penser au rhumatisme psoriasique. C'est l'élément qui vous permet de soupçonner. Absolument. Ça, c'est très particulier et il faut y penser. D'accord? Ensuite, l'atteinte articulaire périphérique, donc surtout cette atteinte à et
ce que j'ai oublié de dire dans la définition, la spondylarthrite, la lésion primordiale et très importante, c'est l'anthésite. C'est quoi l'anthésite? L'anthèse, c'est ce qui s'attache à l'os, c'est-à-dire tout ce qui est tendon, ligaments, capsule articulaire, ce qui s'attache à l'os, donc les éléments périarticulaires. Voilà, il va y avoir iltihab à ce niveau-là. Donc il va y avoir une inflammation et donc qui fait qu'il y a des douleurs s'il y a l'inflammation. Donc il y a une douleur, forcément. Il y a des gonflements et après il y a des érosions osseuses. Donc l'anthésite, c'est la lésion primordiale dans les spondylarthrites et dans le rhumatisme psoriasique. D'accord. Cette anthésite, où est-ce qu'on va la retrouver? Ça peut être le tendon d'Achille. C'est très important. Le malade, il va vous dire, quand vous allez le questionner à l'interrogatoire, j'ai des douleurs, j'ai des thalalgies, des douleurs au talon, surtout le matin quand je me réveille. Quand je mets le pied par terre, j'ai mal. Ça doit évoquer et doit penser justement à des thalalgies dues à une anthésopathie ou à une anthésite en rapport avec le rhumatisme psoriasique et donc l'identifier à l'examen clinique et aux examens radiographiques. D'accord. Voilà. Alors, comment évolue la maladie? Je reviens à la question. J'ai pas encore fini, encore Oula, un il y en a examen beaucoup, clinique. alors. Non, Voilà. c'est très important. Parce que la clinique, sur quoi vous allez faire votre diagnostic? Je ne vais pas, moi, aller à l'IRM, je ne vais pas aller aux examens sophistiqués. Il faut savoir qu'on ne peut pas avoir Vous accès. restez avec les prémices, vraiment. C'est la clinique. Il faut tabler sur la clinique, l'interrogatoire et l'examen. Un autre signe clinique, c'est la dactylite. C'est quoi la dactylite? Bon, c'est un mot scientifique, mais je vais vous expliquer. C'est l'aspect de doigt ou d'orteil en saucisse. C'est-à-dire vous allez avoir une inflammation de tout le doigt, comme une saucisse qu'on mange. Donc, un aspect de doigt gonflé, rouge, enflammé. Donc, il y a une inflammation. Ça, c'est aussi très particulier aux spondylarthrites de façon globale, mais au rhumatisme psoriasique. Très bien. Voilà. Donc, comment va évoluer cette maladie? C'est une maladie chronique, on a dit. Donc, elle va s'étaler dans le temps. Le malade, ça dépend si vous allez le voir au début ou à la fin. Je vous ai dit, il faut qu'on le voie au début de la symptomatologie pour justement poser sa diagnostic. Elle évolue par poussée-rémission, c'est-à-dire il va y avoir des poussées. Le malade va souffrir, il a mal, il est bloqué, il va vous dire je ne peux pas venir parce que je suis bloqué du rachis, je suis bloqué des articulations, vous le voyez. Donc l'examen clinique est primordial, justement pour démontrer tout ce que je vous ai dit maintenant. Et justement, cette évolution peut être fatale, parce que si on prend le malade au début, on a fait le diagnostic, c'est une prise en charge, le dermato va nous l'envoyer. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, il y a eu une table ronde, ça fait 2 semaines, à laquelle j'ai participé, qui a réuni les dermatos et les rhumatos, justement pour faire un circuit aux patients. Donc un éventuel réseau. Puisque j'ai 2 spécialités qui se rejoignent. Voilà, qui se rejoignent. Ça commence par le pso et après le rhumatisme. Donc le malade, il ne faut pas qu'il erre dans la nature. Parce qu'on lui fait une lettre, parfois il va chez le privé, après il dit non, il va à l'hôpital, il n'y a pas de rendez-vous. Vous comprenez? Donc il faut qu'il y ait un réseau entre dermato, rhumato et rhumato-dermato. C'est très important, justement pour le suivi. Pour le suivi et le traitement. On fait le diagnostic, après il faut le prendre en charge. Il faut le traiter rapidement. Parce que je vous ai dit, c'est un rhumatisme qui évolue, qui va détruire les articulations, qui va donner des déformations, qui va donner des formes mutilantes, c'est-à-dire des doigts qui vont être rétrécis. C'est très important. D'accord. Donc, alors, voilà. le traitement en Algérie, l'Ilaj fil Jazair, la prise en charge, comment elle se fait concrètement? D'accord. Je rajouterai juste aussi quelque chose, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Il faut parler des comorbidités dans le rhumatisme psoriasique. On a remarqué que chez les patients qu'il y avait des comorbidités, c'est-à-dire il y a beaucoup des facteurs de risque. Il y en a plusieurs, le stress, on va en parler peut-être physique, psychique, c'est très important. Parce que les psoriasiques, en général, ils ont un terrain très particulier. Ils sont très irritables, ils sont très angoissés, ils sont anxieux et parfois même dépressifs, du fait de leur dermatose. Parfois, il suffit qu'elle soit étendue pour que ça y est, le patient va se replier sur lui-même. Il y a un préjudice, ils évitent le regard des autres parce qu'ils ont cette dermatose. Les gens, ils ne savent pas ce que c'est. Ils sont gênés. Voilà, ils sont gênés, donc sur le plan esthétique. C'est pour ça qu'il faut les traiter.
ils vont dire que non, il a une maladie qui est contagieuse, on ne va pas lui parler et tout, alors que ça n'a rien à voir. Ce n'est pas une maladie contagieuse, c'est une maladie auto-immune qu'il faut traiter, qu'il faut prendre en charge. Et justement, même le patient, il faut le prendre en charge sur le plan psychologique. D'accord. Parce qu'il y en a qui sont forts, mais il y en a qui sont faibles. Et justement, à côté des comorbidités, vous avez l'obésité. On a remarqué que souvent les patients sont obèses. Et quand il y a une obésité, des études ont été faites et on a remarqué qu'il y a des rhumatismes très inflammatoires chez Les personnes à fort obèses, poids. Ouais. Oh, voilà, à fort poids. Donc ils font des rhumatismes plus actifs, plus évolutifs, plus destructeurs et un psoriasis plus étendu. Donc on a fait des régimes hypocaloriques draconiens chez certaines catégories de patients et on a remarqué que le fait qu'ils maigrissent et tout, que la forme clinique était Donc, il y a une améliorée. amélioration. Voilà. Et bien sûr, en plus du traitement. C'est-à-dire il faut tout de suite, quand vous faites le diagnostic, il faut les traiter, les malades. Mais il faut penser aussi à réduire le poids. On revient à la qualité de vie. Toujours. Voilà, à la qualité de vie. Donc réduire le poids, le régime, pourra marcher, il pourra faire du sport et tout. Il faut qu'il ait une vie tout à fait normale. D'accord. Et pour les traitements aujourd'hui, Et pour les traitements, bien sûr, il faut savoir que l'arsenal thérapeutique est très développé en Algérie, qu'on a pratiquement tous les médicaments, de même que dans les pays européens ou la France qui est à côté. Donc on traite nos malades de façon adéquate, mais je vous ai dit, le diagnostic doit être précoce. Donc le traitement symptomatique, quand il a mal, il faut soulager le patient, donner des antalgiques, donner des anti-inflammatoires et bien sûr surtout les thérapeutiques de fond. Comme je vous ai dit, quand il est obèse, il faut tout de suite mettre les traitements de fond. Donc les DIMARD, ce sont des médicaments à action lente. Donc il y a certains médicaments qui agissent aussi bien sur le rhumatisme que sur le pso. C'est bien. Si le malade répond, c'est bon, on continue. Maintenant, s'il fait un échec, ou bien s'il fait une intolérance, parce que des fois il y a des intolérances digestives, hépatiques et tout, il y a d'autres médicaments, ce sont les biologiques. Ce sont les traitements biologiques et notamment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais revenir sur la similitude entre les deux affections. Par exemple, dans le pso et dans le rhumatisme, c'est vrai que ce sont deux maladies qui sont pas... C'est complexe, hein. Je ne peux pas vous dire quel est le lien exact. la dermatologie ou l'autre la voilà, mais ils ont des similitudes entre elles. Par exemple, des études expérimentales ont montré que dans le pso et dans le rhumatisme, on retrouve des stigmates. Par exemple, de l'inflammation qui met le tumeur necrosis factor, le TNF-alpha, qui est un facteur de l'inflammation. C'est une cytokine pro-inflammatoire qu'on a retrouvé même sur le plan histologique dans les articulations, dans la peau, dans les anthèses. Donc je vous ai parlé du talon. Et donc, il est en grande concentration, ce TNF-alpha. C'est pour cela que les thérapeutiques, c'est-à-dire les aboutis thérapeutiques, ce sont les anti-TNF-alpha. C'est-à-dire on va cibler ce TNF. Et ça donne très bien. On a des malades qui étaient grabataires, qui faisaient des formes généralisées de pso. D'ailleurs, on a communiqué un cas avec des lésions très importantes. Le patient, le pauvre, était méconnaissable. On dirait un monstre. Mais avec les anti-TNF-alpha, tout est rentré dans l'ordre. Très bien. Aussi bien sur le plan dermatologique que sur le plan rhumatologique. Donc vous voyez, et maintenant il y a d'autres produits qui vont rentrer d'ailleurs, qui donnent très bien sur le plan dermato, parce qu'il y a des formes sévères. Hein. Le pso, c'est vrai que c'est bénin. Parfois le malade il va vous dire j'ai un pso, mais c'est rien. Ça, quand je m'énerve, il apparaît. Parfois vous ne le voyez pas si vous n'examinez pas le malade. Il ne va pas vous en parler, le malade, parce que pour lui, c'est rien du tout. Alors que pour nous, c'est un détail très important. C'est très important pour poser ce diagnostic. D'accord. Parce que si, comme je vous ai dit tout à l'heure, le pso, il précède, dans plus de 80% des cas, il précède les signes cliniques, articulaires. Donc c'est bien, vous avez le pso, ensuite vous avez les signes donc vous pouvez poser le diagnostic. Mais parfois, non. Parfois, les signes articulaires sont les premiers. Vous n'avez pas encore le psoriasis. Même vous examinez le malade et ça tout. vient après. Ça vient après. D'accord. Donc il y a un problème un peu. Alors justement, il y a quelques questions de
public que je vous poserai dans un petit moment. Mais avant, vos recommandations pour ce qui est de ce contexte sanitaire, Covid-19, inévitable question, surtout pour les malades déjà diagnostiqués et les nouveaux malades, j'ai envie de dire. يعني واش تقدري تقول لنا على يعني واش نقدروا نمدوا كم نصائح اللي راهم يشوفونا اليوم في هذه الحصه المرضى اللي عندهم ديجا المرض واللي رايحين نشخصوهم. Oui, absolument, c'est très important. C'est vrai qu'on passe devant une pandémie Covid-19 qui est très grave. Il faut sensibiliser les patients, il faut sensibiliser les gens, même les personnes qui sont autour de nous. Il faut être très vigilant. Moi, je trouve qu'il faut être très vigilant. Nous, on l'a été même depuis la première vague. Parce que c'est vrai, on ne connaissait pas très bien la maladie, on avait peur, mais actuellement, on connaît mieux. C'est vrai qu'elle n'est pas toujours très, très bien connue, mais on la connaît mieux et on sait comment se comporter. Donc, il faut les sensibiliser, il faut leur expliquer. Dans les médias, c'est vrai qu'ils sont au courant, mais il faut quand même répéter parce que les malades, c'est pas toujours... Des fois, ils en ont marre et il faut toujours répéter, il faut qu'ils respectent les gestes barrières. Donc la distanciation, le port de masque, les malades ne viennent pas sans masque. Nous, on l'a exigé durant la première vague. En mars déjà. Oui. En mars déjà, moi j'avais commencé ma consultation. S'il n'y a pas de masque, ici il n'a pas de masque, on lui donne un masque. Bien que ce n'était pas tout à fait obligatoire, comme aujourd'hui. Obligatoire et ce n'était pas évident d'en avoir. Parce qu'ils disent que il n'y en a pas pour tout le monde à l'époque. Bon, actuellement, heureusement, quand même. Donc, on ne voyait pas les malades, le gel hydroalcoolique, il faut toujours la distanciation, l'aération, il faut toujours travailler avec les fenêtres ouvertes et tout. Donc, sensibiliser et surtout les responsabiliser. Moi, je pense que la responsabilité, tout à un chacun. Il faut que tout le monde soit responsable. Il ne faut pas voir tout ce qui se passe entre... pour lui et pour les autres. Et pour les autres, très exactement. Bien. Alors, nous avons quelques questions. Je vous demanderai des réponses brèves, si vous permettez, professeur Lefkir. Est-ce que les symptômes dermatologiques et articulaires apparaissent en même temps؟ هل تظهر الأعراض الجلدية والمفصلية في نفس الوقت؟ وجبتي عليها ديجا مقبلات شوية. Oui, ben, voilà. Je voulais juste rajouter pour la Covid, il faut dire que les traitements, il faut leur expliquer aussi. Parce que lors de la première vague, les malades ne venaient pas consulter, ils avaient peur. Vous avez vu, c'était la désertification, ils ne venaient plus à l'hôpital. L'hôpital, il leur disait non, il y a la Covid et tout. C'est vrai, nos bénéficiaires, c'était tous les services qui étaient Covid. Donc les malades, il fallait les appeler. Et après, ils sont venus. Donc il y en a qui ont fait la Covid, ça dépend. Mais après, il faut les sensibiliser, leur dire les traitements qu'ils recevaient. Par exemple, s'ils étaient sous immunosuppresseurs, il faut faire attention. Il faut arrêter si vous faites une maladie Covid. Donc il faut arrêter jusqu'à après. Donc les malades sont toujours en contact, il faut qu'ils restent en contact avec les médecins pour leur expliquer comment il faut faire et tout, parce que des fois ils ne savent pas. Voilà, mais je pense que maintenant c'est bon, ça c'était au début, maintenant c'est bon, les malades viennent, on leur explique, même ceux qui habitent loin, parce qu'on a des malades de hors wilaya. Donc il faut que par téléphone ou par SMS, on leur explique. Donc, effectivement, comme je l'ai dit, est-ce qu'elles évoluent, est-ce qu'ils peuvent apparaître en même temps? Donc, je vous ai dit, dans plus de 80% des cas, le pso précède les manifestations articulaires. Donc, que ce soit l'atteinte arachidienne ou périphérique, c'est bien. Après, on a le pso, et s'il a des manifestations articulaires, le malade est confié au rhumato, c'est le suivi et tout. Il faut qu'il y ait le suivi concomitant. C'est très important. Maintenant, dans un petit pourcentage des cas, par exemple 15% des cas, ils peuvent apparaître en même temps. C'est-à-dire il fait son pso juste après, une semaine, ou parfois il fait un rhumatisme psoriasique. Et par contre, dans un petit, encore moins important, 5% des cas, les signes articulaires précèdent. C'est là où il y a un problème diagnostique. Là, il faut connaître la pathologie pour justement suspecter ce rhumatisme. D'où l'intérêt qu'ils viennent consulter en rhumatologie. سؤال آخر، هل توفر سرعة التشخيص إدارة جيدة للمرض؟ La précocité du diagnostic, est-ce qu'elle est finalement utile pour une bonne prise en charge? Bien sûr, je ne cesse de le dire, de le répéter, que le diagnostic précoce est très important. Parce que pour la prise en charge précoce du patient,
Il ne D'accord. faut pas attendre, je vous ai Jusqu'à la dit, dernière minute. jusqu'à la dernière minute qu'il fasse des complications, qu'il détruise et tout, parce qu'après, on va le stabiliser. Mais on ne va pas remettre les articulations à neuf. D'accord. Voilà. Le stress physique et psychique comme facteur de risque, يعني الإنسان اللي متوتر اللي مقلق. Ah oui, absolument. D'ailleurs, les psoriasiques, ils ont souvent un terrain, je vous ai dit, moi je suis beaucoup de patients, ils ont un terrain psychologique très Favorable. fragile, et très favorable et très fragile. Ils sont irritables, ils vous disent, moi je suis mqallaq. Dès que j'ai un stress, il y les psoriasis, il vous dit. Hein? Ah oui, c'est évident. Donc il y a un terrain déjà, c'est pour cela que ce terrain, il faut le prendre en ligne de compte. C'est-à-dire il faut que le patient soit soutenu par un psychologue. Nous, on peut le conseiller tout, mais c'est insuffisant le temps d'une consultation ou d'une hospitalisation. Mais il y a un soutien psychologique aussi, Qui est justement important. pour remonter, parce qu'il y a des fois des malades qui font des syndromes dépressifs. Très bien. Donc c'est très important. Il y a le stress, il y a même les traumatismes. Par exemple, une perte d'un parent proche ou un accident, tout ça. D'accord. Ça peut déclencher, peut influencer les poussées. Donc dernière la maladie. Question. Très bien. Dernière question. Cette maladie est-elle héréditaire? Oui, il y a un facteur familial. J'ai oublié d'en parler dans l'épidémiologie. C'est-à-dire qu'il y a une notion de... Le rhumatisme psoriasique peut être familial. D'ailleurs, dans le diagnostic, quand je vous ai dit tout à l'heure que parfois il n'y a pas de signe, il n'y a pas de pso. Il n'y a pas de pso, on a juste des signes articulaires. Donc il faut rechercher, est-ce que dans la famille, par exemple, surtout dans les parents, chez les parents de premier degré, chez la mère, chez le papa, parfois dans la fratrie, est-ce qu'il n'y a pas de notion de psoriasis? C'est très important. Donc parfois on le retrouve. Et donc la réponse est oui. Voilà. Et oui. Merci beaucoup. شكرا professeur Salima Al-Fkir على قبول الدعوة. Merci, je vous بروفيسور en البكير prie. Avec رئيسة plaisir. مصلحة أمراض المفاصل بمستشفى بني مسوس بالجزائر العاصمة. شكرا. Merci beaucoup pour votre venue aujourd'hui dans le plateau de Healthy Healthy. Merci à vous également de nous avoir suivis. Au prochain rendez-vous, une thématique santé, éducation thérapeutique. Salam. هذا العدد برعاية لابوغاتوار أبفي.